C'est en volume. Bien, merci chers élèves. Aujourd'hui, nous procédons toujours, nous commençons nos cours en ligne en français aujourd'hui. Bien, depuis un moment, nous avons commencé les cours en ligne, mais nous étions beaucoup plus sur la théorie. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aller dans la pratique. C'est pour cette raison que nous avons un sujet au tableau, un sujet de dissertation. Nous allons donc mettre en pratique ce que nous appelons la pratique ou l'analyse du sujet de dissertation. Bien, mais nous avons pris 2 livres. Malheureusement, je ne les ai pas emmenés avec moi, les livres au programme, ce qui fait partie du corpus littéraire de la classe de terminale A. Donc, il y a Le pleurer rire d'Henri Lopez et Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Ce sont les 2 livres au programme que tout élève de terminale devrait nécessairement lire. Bien. Nous avons donc un sujet de dissertation au tableau. Lorsque nous avons un sujet de dissertation, la première des choses à faire, c'est lire le sujet. Et si vous vous rappelez de la leçon au premier trimestre, j'avais dit, lorsque vous avez un sujet de dissertation au tableau, la première des choses à faire, c'est de lire le sujet plusieurs fois. Généralement, on s'arrête à 3 fois, mais on peut le lire autant de fois qu'on voudra. Mais ici, nous le lirons pas 3 fois, nous le lirons une seule fois pour que, justement, chaque élève puisse comprendre. Que dit le sujet? Dans la préface de l'ouvrage « L'Esprit », C.A. Helvétius écrit « Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai cherché que la vérité. » Pensez-vous que Le mariage de Figaro de Beaumarchais, Pleurer rire d'Henri Lopez sont des œuvres de réalité? Lorsque nous finissons la lecture de ce texte, à la fin, nous avons un point d'interrogation. Ça veut dire que le sujet est un sujet question. Donc, après avoir lu le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous passons donc à l'analyse du sujet. Analyser un sujet veut dire quoi? Premièrement, analyser un sujet veut dire contextualiser le sujet, remettre le sujet dans son contexte précis. Et vous vous rappelez que pendant notre cours de méthodologie sur la dissertation, je vous ai dit, attention, il faut remettre le sujet dans son contexte. Il faut remettre le mot dans son contexte. Parce que si vous retirez le mot du contexte, c'est sûr que vous allez lui donner n'importe quelle signification. Donc, remettez le texte dans son contexte précis. Tous les mots qui sont ici ne sont pas difficiles à comprendre, mais il y en a qui pourraient éventuellement handicaper notre compréhension. Alors, nous allons souligner les mots qui handicapent notre compréhension. On dit, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai cherché que le vrai. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai cherché que le vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, la première chose qu'il faut faire remarquer, c'est que c'est dans une préface. Donc, dans un livre, un auteur dit, en avant-propos, si vous voulez, ce que j'ai dit dans ce livre-ci, je n'ai plus que chercher la vérité. Donc, tout ce que vous voyez dans ce livre, tout ce qui est raconté dans ce livre n'est que la vérité. Ça, c'est la thèse de l'auteur. C'est une thèse. Ça veut dire c'est un point de vue que l'auteur donne.
Deuxième chose qu'il faut absolument retenir, qu'est-ce que vous pensez de cette réalité? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous pensez de cette réalité? Mais avant que l'on vienne à la réalité, on devrait aussi se poser la question, expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que j'ai dit veut dire tout simplement, dans toute cette représentation, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que je raconte, je ne dis qu'une simple chose, je n'ai dit que la vérité, c'est la deuxième partie. Donc, dans la première partie, c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté, dans toute cette représentation. Et dans la deuxième partie, je n'ai cherché que le vrai. Je n'ai cherché que le vrai, je n'ai puisé que dans le réel. Dans tout ce que l'auteur, il ne l'a puisé que dans le réel, que dans le vrai. Je ne reproduis que la réalité. Je ne reproduis que la réalité. Ça, c'est ce que dit l'auteur. Donc, dans sa thèse, lui, il affirme que ce que je raconte, ce que je représente, ce que je reproduis, je suis allé que dans le trésor de la vérité ou de la réalité. Donc, dans la troisième partie, œuvre de réalité, représente ce que reflète la réalité. C'est-à-dire que l'ouvrage reflète. L'ouvrage, c'est le miroir de la réalité. Les ouvrages reproduisent des faits vrais. Ça, c'est la grande question. Ou des faits réels. Alors, dans la reformulation de la question, nous sommes toujours dans l'analyse. Dans la reformulation du sujet, nous avons mon récit. Donc, le récit que nous avons dans les livres, le récit où toute la production ne reflète que la réalité. Alors, la grande question aujourd'hui, dans l'analyse de ce sujet, première chose, ce que nous devrions savoir, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Quand vous lisez ce sujet, la première et la toute première question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Parce que dans une dissertation, c'est un problème. La dissertation est un problème qu'on vous demande de résoudre. Il y a d'abord une problématique à laquelle vous devez apporter un certain nombre de réponses. Alors, tout au départ, je vous ai dit qu'il faut contextualiser le sujet. Donc, le comprendre. Chercher à le comprendre. Le lire plusieurs fois jusqu'à ce que vous le compreniez. Et ce n'est qu'après, lorsque vous avez compris le sujet, que vous commencez finalement ce que nous appelons l'analyse du sujet. Et là, nous avons reformulé le sujet, c'est-à-dire que nous avions dit le sujet beaucoup plus simplement. Nous l'avons présenté beaucoup plus simplement. Nous l'avons explicité de telle manière que tout le monde le comprenne. Et dans la reformulation du sujet, nous nous sommes dit, mon récit, toute ma production ne reflète que la réalité. Et puis, on doit naturellement essayer de le voir dans ces deux ouvrages au programme, Le mariage de Figaro et Le pleurer rire d'Henri Lopez. Pour dire simplement les choses, est-ce que Le mariage de Figaro et Le pleurer rire sont des livres qui reflètent les faits réels ou qui reproduisent la réalité? Est-ce que ces deux livres, ces deux ouvrages reflètent la réalité? Ça, c'est l'idée. Mais maintenant, dans l'analyse, avant d'analyser le sujet proprement dit, je dois vous rappeler trois choses. Trois choses que j'ai déjà dû voir avec vous au premier et au deuxième trimestre.
c'est comment aborder un sujet quand on commence à l'introduire, donc l'introduction. J'ai dit première chose, c'est contextualiser le sujet. En fait, contextualiser le sujet, c'est amener le sujet. Amener le sujet, ça veut dire l'entrée en matière. L'entrée en matière. Ça s'appelle l'entrée, l'accro. Comment accrocher le lecteur? Comment faire que le lecteur continue la lecture? Comment capter l'attention du lecteur? Dans votre introduction, la première chose, c'est de capter le lecteur. C'est de capter le lecteur. C'est d'interpeller le lecteur. C'est pour cette raison, chaque fois que je fais ce cours, je vous demande de soigner votre introduction, d'attirer l'attention du lecteur pendant qu'il lit votre introduction. Donc, la première chose, c'est il faut que l'on sache quel est le problème, quel est le thème. Et pour cette raison, nous avons même abordé, nous avons dit la fiction et la réalité. C'est ça le grand thème, la fiction et la réalité et dans le pleurer d'Henri Lopez. Donc, il faut que celui qui vous lit pour la première fois sache de quoi il est question dans votre texte. Ensuite, il faut reformuler la problématique. C'est ce que nous avions dit et nous avions fait tout à l'heure. Nous avons reformulé la problématique, nous avons posé la problématique, nous avons posé le problème en explicitant justement le sujet, en présentant le sujet avec nos propres mots, avec des mots beaucoup plus faciles. Et puis, évidemment, après, il y a les différents problèmes posés dans le sujet. Quels sont les problèmes qui sont posés dans ce sujet qui trouveront leur réponse dans notre développement? Parce qu'en fait, un sujet de dissertation, c'est un problème qu'on vous demande de résoudre. On vous pose un problème et qu'il est à vous de le résoudre. Et dans la troisième partie de votre introduction, vous allez préciser le plan. Quel sera votre plan? Et ce plan va naturellement se révéler dans votre développement. Donc, quand vous lirez votre développement ou quand on lira votre développement, on retrouvera les points sur lesquels vous avez naturellement réfléchi, que vous avez, comme on dit, planché. Donc, amener le sujet en rattachant le sujet à son genre littéraire ici, il y a deux genres littéraires. Il y a le roman pour le pleurer rire et la pièce de théâtre pour le mariage de Figaro de Beaumarchais. Ensuite, il y a le thème. Vous allez aborder ce thème en tenant compte du contexte culturel et dans lequel est inscrit justement ces deux livres. Et voilà un peu ce que je devrais dire sur l'introduction. Bien, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le roman Le Rire, la pièce de théâtre Le mariage de Figaro, c'est deux œuvres d'imagination. Le roman, c'est une œuvre de fiction. La pièce de théâtre aussi, c'est une œuvre de fiction. Ce sont des œuvres, mais des œuvres d'imagination. Bon, pour Le pleurer rire, on peut dire que c'est un roman, c'est une œuvre narrative, en prose, c'est aussi un récit d'imagination. Il diffère en cela des biographies. Donc, une œuvre, un roman n'est pas une œuvre biographique, c'est pas un documentaire, ce n'est pas un récit documentaire, bien qu'il a la capacité d'aborder beaucoup de sujets. Dans un roman, on peut aborder n'importe quel sujet, n'importe quel thème, comme dans une pièce de théâtre d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons essayer avec vous d'analyser ce sujet qui est mis naturellement à nous qui est présenté à nous pour débattre. Voilà. Parlons de la problématique maintenant. La problématique, on commence par le pleurer rire. Recherche des idées. Grand 2, on pourra mettre ici recherche des idées. Bien. La recherche des idées, et ça c'est la partie la plus délicate, parce que où trouver les idées? D'ailleurs, je vous dis assez souvent que les idées, ce n'est pas n'importe où il faut les trouver, mais il faut les trouver dans les livres. Donc, un enfant de terminale A doit être un enfant qui aime la lecture.
Et généralement, je vous dis que vous êtes des lecturiers, donc des aventuriers lecteurs, vous n'aimez pas lire. Mais c'est en ce moment-là qu'il faut naturellement, finalement, dire que j'ai quelque chose dans le ventre, c'est cette chose-là que je dois dire ou je dois énumérer. Où trouver les idées? C'est dans les livres. Vous allez donc chercher dans votre expérience personnelle, dans votre corpus littéraire, même dans des livres que vous avez lus en 6e, 5e, 4e, même des livres que vous avez lus en première, en seconde, etc. Vous allez retrouver naturellement tout ce que vous pouvez énumérer ici. Mais pour le cas, nous avons ces deux livres, donc Le Pleurer Rire et Le Mariage de Figaro, qui sont des livres au programme que vous devez nécessairement lire. Bien, donc la recherche des idées. On dit le mariage, la thèse de l'auteur, parce qu'on commence par thèse, c'est ce que dit l'auteur, bien sûr, parce que c'est un sujet à thèse, antithèse et synthèse. Dans la thèse, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ou, on peut mettre un tiret ici, argument 1. Argument 1, oui, on met ça ici, argument 1. Argument 1, les deux œuvres littéraires font la peinture d'une époque. Les deux œuvres littéraires, donc Le Mariage de Figaro et Le Pleurer, font la peinture d'une époque. Vous savez que la littérature ou le livre s'inscrit dans ce qu'on appelle, ou le livre, c'est le résultat d'un conditionnement historique. Un livre peut être écrit pendant la guerre ou après la guerre, comme le livre au programme, donc Le Pleurer Rire, a été écrit juste après les indépendances. Donc, c'est une situation qui se passe juste après les indépendances. Et Le Mariage de Figaro, c'est la représentation du pouvoir aristocratique autour du 18e, du début 19e siècle, etc. Donc, vous voyez que ça parle d'une époque qui est inscrite naturellement, j'allais dire, dans l'histoire de ces différents pays. Donc, c'est quelque chose qui a été vécu réellement. Donc, ça représente justement ce qu'on pourrait appeler l'histoire d'un pays. Donc, revenons sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces deux œuvres font la peinture d'une époque. Beaumarchais fait dans Le Mariage la représentation du pouvoir aristocratique du XVIIIe siècle, incarné par Lecomte. Mais Henri Lopez, lui, dresse le tableau sombre de l'Afrique post-indépendante. Après les indépendances, vous avez cette situation où finalement les nouveaux présidents, pour la plupart, sont des dictateurs. Ah, d'accord. Sont des dictateurs. Donc voilà un peu dans l'époque. Là, se situe cette époque. Donc les deux auteurs nous situent dans une époque très bien déterminée. Donc c'est une époque où d'un côté il y a l'aristocratie et de l'autre il y a les pouvoirs après les indépendances. Mais l'aristocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est juste pour vous aider un tout petit peu. L'aristocratie, c'est un tout petit peu le pouvoir des meilleurs. Le pouvoir des meilleurs. Les pouvoirs, c'est ce que j'appelle moi en d'autres termes la bourgeoisie intellectuelle. Voilà. Donc des gens qui sont au pouvoir et ce sont eux qui animent toutes les sphères du pouvoir. Et ce sont eux qui sont au pouvoir. Mais chez nous, c'est plutôt, juste après les indépendances, vous avez des gens, c'est comme disait un auteur, mais l'Afrique, nous n'avons pas que eu, juste après les indépendances, il y a les Blancs qui avaient laissé aussi des gens qui étaient allés soit en formation en France, en Belgique, etc. Et quand ils sont revenus en Afrique, ce sont eux finalement qui étaient devenus soit ambassadeurs, soit présidents de la République. Donc la France avait quand même laissé des gens qui devaient faire comme eux, comme on dit, peau noire, masque blanc. C'est-à-dire que c'était des gens qui représentaient naturellement la France. Et donc ce sont ces gens qui finalement vont prendre le pouvoir. C'est pour cette raison, l'époque dans laquelle on vit ici, c'est l'époque où finalement, juste après les indépendances, le blanc est parti, ce sont des noirs qui sont aux affaires. Donc,
la manière de prendre la chose est pratiquement la même, de concevoir la chose est pratiquement la même. Dans le Pleurer rire, Lopez dresse le tableau sombre de l'Afrique post-indépendante, et ça c'est le tout premier argument, hein, vous allez le voir quand je vais vous poster le cours. Et le deuxième argument, donc l'argument numéro 2, si vous voulez, nous sommes toujours sur le réel dans le Pleurer rire, le mariage de Figaro. Les deux écrivains se sont inspirés de la réalité politique de leurs sociétés respectives pour bâtir leurs œuvres. C'est-à-dire que ces deux auteurs, pourtant séparés d'un côté par l'histoire et de l'autre par l'environnement, parce que Henri Lopez dresse le tableau d'un pays, bon, même s'il ne le situe pas, mais de par les mots qui sont utilisés par l'auteur, on peut s'y rendre compte que finalement, ça se passe en Afrique. Mais lui, ici, il dresse un tableau qui se passe en Europe, lui, Beaumarchais. Mais ce qui est vrai, c'est que les deux nous retracent ou s'inspirent de la réalité politique de la société, pour Beaumarchais, la société française, et pour le Pleurer rire, la société africaine. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut absolument retenir. Dans le mariage de Figaro, Beaumarchais met en exergue les privilèges du comte. Ce dernier use de son pouvoir pour opprimer les faibles, notamment les paysans, les valets, etc. Il impose à son bénéfice le droit du seigneur, pourtant aboli par lui. On comprendra aussi sa place dans la justice et dans l'armée. C'est ce qui se passe également dans le Pleurer rire. Dans le Pleurer rire, vous avez quelqu'un qu'on appelle Bouakamabé Nassakadé. Donc c'est lui, l'histoire de ce livre tourne autour de ce monsieur-là, donc qui prend le pouvoir par les armes, donc par un coup d'État. Et c'est comme disait quelqu'un, juste après les indépendances, c'était le soleil des indépendants. Vous savez, le soleil, tout le monde voudrait justement être au soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, etc. Donc juste après les indépendances, nous avions juste tous, pour la plupart du temps, dansé à indépendance et chacha. Et puis, juste après les indépendances, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'aventure ambiguë. Donc on n'arrive plus à vivre dans une société que nous avions voulu. Tout le monde voulait finalement revenir, comme disait Aimé Césaire, retour au cahier d'un retour au pays natal. Donc, il y avait donc un problème entre la tradition et le modernisme. La tradition et le modernisme. Et c'est le même problème qui se pose ici. Donc, juste après les indépendances, il y a le soleil des indépendances. Donc, tout le monde imaginait, nous rêvions tous que l'Afrique va se développer, l'Afrique entre nos mains, nous ferons beaucoup de choses, etc. Mais finalement, là, nous sommes tous retrouvés le bec dans l'eau, comme on dit. Donc, pour Bouakamabé, dans le Pleurer rire, il y a le non-respect des règles démocratiques. Donc, il prend le pouvoir par les armes, par un coup d'État. Bouakamabé prend le pouvoir par un coup d'État. Mais il va faire comme le comte, lui aussi. Il va pas respecter les règles démocratiques. Bouakamabé renverse Polé, qui était président de la République, démocratiquement élu. Il le contraint même à l'exil. Il le chasse du pouvoir. Il ne s'arrête pas là, mais il doit partir même du territoire. Mais vous pouvez aussi, puisque c'est une dissertation, vous pouvez aussi parler de ces noms, parce que j'ai pris ces deux noms pour vous les expliquer. Mais si on a le temps, on pourra revenir prochainement sur les deux noms. Bouakamabé, c'est un dictateur qui cause le mal, la violence et la mort. Or, Polé, l'ex-président qui gouvernait, lui, il gouverne lentement. Polé veut dire en Swahili quelqu'un de très faible, quelqu'un de lent dans la prise de décision, etc. Mais ça veut dire aussi quelqu'un de très sage. Les gens qui prennent le temps pour réfléchir, c'est pour la plupart du temps des gens
très sage. Or, Boakamabena Sakade, pour ceux qui sont de ma génération, le savent, Sakade, c'était une danse qui était dansée de l'autre côté de Kinshasa à l'époque. Donc, c'était une danse où on remuait le corps, et etc., etc. Et donc, en tant que les deux, si vous voyez bien, le pouvoir avec Boakamabé, c'est un pouvoir très dur, très, très dur, où il y a même l'horreur dans la manière de faire, et le pouvoir avec Boakam et avec Polé Polé, c'était un pouvoir sage, un pouvoir qui, disons, réfléchi, voilà, un pouvoir réfléchi. Donc, les deux, pourtant séparés de par leur époque, de par leur société et tout, mais ils ont dû faire la même chose. Donc, le Kante et Boakamabé se rejoignent à ce niveau-là, Et le troisième argument, argument numéro 3, toujours parlant de la réalité dans cette œuvre-là, ou dans ces deux œuvres, les deux auteurs, c'est-à-dire Beaumarchais et Henri Lopez, exposent le dysfonctionnement de la justice. Le dysfonctionnement de la justice. Vous savez, Boakamabé, c'est un dictateur. Et si je vous prends ce qu'il fait, vous allez remarquer que c'est quelqu'un on pourrait même dire quelqu'un qui ne respecte absolument pas la loi. De par son nom seulement, c'est quelqu'un de très imprévisible. C'est quelqu'un de très violent. Et c'est quelqu'un de belliqueux. Tout tourne autour de la violence chez lui. Tout, absolument tout, tourne autour de la violence. Le récit est bâti sur une violence incroyable. Il n'y a que la violence. Donc, quelqu'un comme ça, c'est même un mégalomane. Un mégalomane, c'est quelqu'un pour lequel l'ego prend le dessus sur tout. L'ego. C'est d'abord lui. Le centre du monde, c'est lui. Il est aussi assassin. Il est fétichiste. Il est traditionnaliste. D'ailleurs, il les appelle ici des clairvoyants. Ils sont clairvoyants. Des féticheurs, il avait même toute une association. De toute façon, il avait même ce qu'on appelait tellement qu'il était rattaché à la tradition, il avait même un ministère qui s'occupait juste des féticheurs, ce que lui, il appelait des clairvoyants. Il est fils de paysan, mais qui croit vraiment aux croyances ancestrales, qu'il est même en premier chef. Et puis, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas allé trop loin à l'école. Il a une petite formation militaire, il a été tortionnaire. C'est pour cette raison, chez lui, la dictature, c'était le plat qui se mangeait froid. Lui-même, il participait d'ailleurs. Lui-même, il venait même dans les prisons. On dit même qu'il avait, il avait même fait pipi dans la bouche de Araka. Donc, lui-même, président de la République. Il avait développé un complexe parce que lui-même, il a vu comment, en fait, il vient d'une société où il y avait un maître et un esclave. Et lui, il s'est pris donc cette façon de faire en disant, il y avait donc ce complexe entre l'esclave et le maître. Il se substituait, lui, à un maître. C'était lui le maître. C'était lui qui donnait des ordres. Et les compatriotes étaient donc ses esclaves. Son manque d'instruction va faire que tout ce qu'il va faire va tourner sur l'horreur. L'horreur. Il préfère l'action. Lui, c'était l'action. Il était très attaché aux traditions et il y consultait régulièrement les clairvoyants. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, même quand il allait à une inauguration, Boakamabé allait voir un clairvoyant pour qu'il lui dise est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir, est-ce qu'il y aura quel temps il va faire aujourd'hui, etc. Quel opposant. Il était quelqu'un qui mettait de côté. Mais c'est ce qu'on voit ici aussi dans la justice, en fait, il mettait de côté, il n'y avait pas de justice sur lui. En fait, c'est lui qui décidait de tout, etc., etc. Voilà, donc, ça c'est parlant du dysfonctionnement de la justice. Le mariage de Figaro, la justice est corrompue. Donc, il y a
Quand la justice est corrompue, il n'y a donc pas de justice. Elle est dure aux faibles et tolérante aux riches. C'est le cas ici aussi dans le pleurer rire. C'est le cas dans le pleurer rire aussi. Le pleurer rire, il y a l'absence de la justice équitable, le procès expéditif du capitaine Yabaka. Vous voyez que le capitaine Yabaka va être jugé à la va-vite, et il y a ce terme que vous allez rencontrer dans le livre. Il passe au petit matin. Le petit matin, c'était un terme, nous l'avons connu dans les années 70 au Congo, où un procès se faisait à 1h du matin et puis l'exécution à 2h du matin. Donc, ça s'appelait très tôt le matin, on vous exécutait, et puis ni vu ni connu, et c'était comme ça que ça se passait. Et c'est ici que nous rencontrons encore ce thème. Et ces gens qui tuaient, c'était en fait, comment on peut les appeler, enfin, c'était des gens cagoulés, donc on ne connaissait pas, on les voyait pas. Bon, je vais terminer par l'argument numéro 4. Les deux autres, toujours parlant de la réalité dans ces deux œuvres, les auteurs de ces deux ouvrages ont aussi mis l'accent sur le libertinage sexuel. Dans le mariage de Figaro, le comte considère toutes les filles célibataires du château comme ses maîtresses. Tel est le cas de Suzanne et de Fanchette. Et dans le pleurer rire, vous avez Bois-Camabé qui se marie avec une fille très jeune, encore très très jeune. Et il appelait même toutes ces filles de 23 ans, affectueusement les petites mamans. Donc, nous avons ici l'image de la femme. Et l'image de la femme. La femme, et de par les noms qui sont dans le livre d'Henri Lopez, vous avez une femme comme Soukali, Elengi. Donc ces femmes sont vues juste en tenant compte de leur sexe. Donc on ne parle pas de ces femmes de par leur niveau, etc. On parle de ces femmes que de ce qu'ils peuvent nous donner sexuellement, c'est-à-dire que le côté charnel de la femme. Donc, lorsque nous lisons, donc nous récapitulons, on peut dire que déjà là, il y a un tout petit peu du vrai qui se dessine dans ces deux œuvres. Donc, la réalité est là, le réel est là, parce que ces trois auteurs, non, ces quatre arguments que nous avons mis au tableau, ces quatre nous permettent de dire que il y a effectivement du vrai dans ces deux ouvrages. Et nous allons voir ça, c'est dans la thèse. Et la prochaine fois, nous allons passer à l'antithèse, qui est finalement notre point de vue à nous par rapport à ce sujet. Et nous passerons à la synthèse, qui est la conciliation entre la thèse et l'antithèse. Donc, ce n'est pas la conclusion. La conclusion, ce n'est pas la synthèse. La conclusion, c'est tout autre chose, c'est le bilan. Mais là, nous allons faire la conciliation entre ces deux arguments pour justement donner notre point de vue à nous. Voilà, chers élèves, notre cours d'aujourd'hui. Je crois qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Merci.